Vous regardez Al24 News, Madame, Monsieur, bonsoir à la une de l'actualité de ce mardi 13 septembre. Ayman Ben Abdelrahman à Nouakchott pour participer dès demain à la 19e session de la commission mixte algéro-mauritanienne. Objectif consolider davantage les relations bilatérales entre les deux pays. Staffan de Mistura en tournée pour parvenir à une solution à la question sahraoui. L'envoyé spécial des Nations Unies a été reçu à Nouakchott par le président mauritanien. Dans le même temps, le président sahraoui Ibrahim Rali a été reçu en grande pompe au Kenya pour assister à l'investiture du nouveau président William Ruto. Réchauffement des relations entre le Caire et Doha. Abdel Fattah el-Sisi en visite officielle au Qatar aujourd'hui, une première depuis la reprise des relations diplomatiques entre les deux pays. La Russie négocie un accord de cessez-le-feu pour mettre fin aux accrochages frontaliers entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie, des accrochages qui ont fait près de 50 victimes côté arménien. J-1 avant l'ouverture à Nouakchott en Mauritanie des travaux de la 19e session de la grande commission mixte de coopération algéro-mauritanienne. Le Premier ministre algérien Ayman Ben Abdelrahman s'y est rendu ce mardi accompagné d'une importante délégation. Objectif, consolider davantage les relations bilatérales entre les deux pays. La coopération algéro-mauritanienne connaît une dynamique remarquable traduite par une série de mécanismes. En témoigne d'ailleurs la visite d'État à Alger en décembre dernier du président mauritanien Mohamed Ould Cheikh Al-Ghazouani. Nous le disions, Alger et Nouakchott œuvrent pour le renforcement de la coopération économique bilatérale, accélérer le rythme du partenariat avec l'opportunité qu'offre le poste frontalier Tindouf Zouéret est une bonne occasion pour atteindre cet objectif primordial pour les deux pays, comme nous l'explique Mohamed Wali Ben Chaban. L'Algérie et la Mauritanie conviennent de multiplier les efforts pour consolider la coopération économique bilatérale. En prévision de la 19e session de la Grande Commission mixte algéro-mauritanienne, les gouvernements des deux pays auront une occasion au nord pour dessiner les contours de la coopération de plusieurs secteurs d'intérêt commun. Un nouveau pas qui définit la volonté des dirigeants des deux pays à promouvoir les échanges commerciaux et renforcer davantage l'axe Alger-Nouakchott. Depuis quelques mois déjà, les relations entre les deux capitales ont connu une dynamique remarquable, traduite par une série de mécanismes mis en place dans l'objectif de renforcer les acquis déjà réalisés. Plusieurs aspects liés au secteur de l'électricité ont été placés au centre des discussions de ces travaux. L'agenda de coopération bilatérale dans ce domaine prévoit aussi des projets d'études de faisabilité économique devant faciliter l'accès de Sonatrach et ses filiales au marché mauritanien. Le domaine des mines a également été évoqué, notamment au vu des ressources minières importantes dont regorgent les deux pays. Le secteur des travaux publics, les industries halieutiques et pharmaceutiques ont été également au menu de ces travaux. En gros, les deux pays sont appelés à porter leurs relations à un niveau de partenariat stratégique au mieux de leurs intérêts et de leurs aspirations communes. En tête des projets conjoints entre l'Algérie et la Mauritanie figure la réalisation de la route Tindouf-Zouéret qui devrait ouvrir des perspectives pour les zones frontalières. Monsieur Ali Baynasri, bonsoir. Monsieur Ali Baynasri, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes consultant en commerce extérieur, alors de nouveaux contrats vont être scellés entre l'Algérie et la Mauritanie, notamment dans les domaines énergétiques et miniers, ainsi que dans d'autres secteurs industriels. Est-ce qu'on peut parler de partenariat stratégique entre l'Algérie et la Mauritanie? Absolument, et il est même nécessaire, sachant que la Mauritanie a toujours été par le passé donc un partenaire pour l'Algérie. Et l'approche sur le terrain des chiffres, c'est que
nous constatons une croissance continue depuis exactement 4 ans sur les exportations vers la Mauritanie. Nous avons eu un très fort taux de croissance en 2021, puisque le chiffre est passé de 43 millions de dollars en 2020 à 78 millions de dollars en 2021. Ça démontre qu'il y a une croissance des échanges, notamment des exportations algériennes. Cela est dû justement par l'ouverture terrestre du poste de Mossamboulaïd vers la Mauritanie et bien sûr avec le maritime qui a démarré dernièrement. Donc tout ça concourt. Il y a aussi donc des particularités, des complémentarités avec notre partenaire mauritanien qui a aussi une position stratégique, notamment vers l'Afrique de l'Ouest. Il y a énormément de choses à faire ensemble. C'est un pays qui est quand même assez désindustrialisé et il y a beaucoup d'opportunités donc vers ce pays-là. À titre d'exemple, nous exportons actuellement, ce qu'on ne faisait pas auparavant, du ciment pour à peu près 25 millions de dollars. Nous avons exporté donc des produits sidérurgiques. Donc il y a ici une complémentarité, sachant qu'ils sont aussi producteurs au niveau minier, notamment du fer. Et nous savons qu'on peut faire des partenariats. Nous exportons aussi beaucoup de produits agricoles, notamment les dattes, de l'oignon et aussi les médicaments. Monsieur Nasri, le projet de la route Tindouf-Zouiret sera incessamment lancé. Qu'apporte concrètement ce projet, notamment au secteur du transport de marchandises, par exemple? C'est un atout considérable pour l'Algérie. Le problème dont souffre l'Afrique, c'est justement les infrastructures routières. Et ce qui plombe, donc, le coût de revient et le coût d'acquisition et de transport des produits. Donc, une route entre Tindouf et Zouiret, c'est celle qui est la plus difficile. Ça va réduire. Donc, nous sommes actuellement sur 7 jours sur Nouakchott. Une route entre Tindouf et Zouiret va diminuer au moins de la moitié. Très bien. Parce Merci que beaucoup, monsieur Ali Baynasri. la durée la plus importante, c'est entre Tindouf et Zouiret, où il y a beaucoup de ce qu'on appelle l'ergue, il y a beaucoup de granit, il y a beaucoup des routes sont extrêmement difficiles. Donc ça, c'est un atout considérable, tant pour la Mauritanie que pour le Sénégal. Le Sénégal, dernièrement, on a fait 9 jours. Avec une route pareille, on peut aller à 6 jours. Entre 5 et 6 jours, Dakar, vous imaginez ce que c'est? Dakar, actuellement, c'est-à-dire les derniers temps, nous passons par des sociétés donc, maritimes étrangères. Le transit time entre Alger et Nouakchott n'est pas moins de 25 jours. Très bien. Merci, monsieur Ali Baynasri. 35 jours. Donc, quand vous êtes sur une moyenne actuelle de 7 jours, vous voyez donc ce qu'il y a comme gain en matière de délai, en matière de coût, et c'est les deux atouts pour l'exportation. Oui, très bien. Il y a d'importants gains, vous le disiez. Monsieur Ali Baynasri, merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. Je rappelle que vous êtes consultant en commerce extérieur. On reste en Algérie où l'on se prépare à accueillir le 31e sommet arabe les 1er et 2 novembre prochains. Les invitations sont distribuées depuis la semaine dernière aux différents dirigeants arabes. Après le président palestinien Mahmoud Abbas, le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi et l'émir du Koweït, Cheikh Nawaf al-Ahmad al-Jaber al-Sabah, c'est au tour de l'émir de l'État du Qatar, Tamim Ben Hamad al-Thani, de recevoir son invitation officielle remise au nom du président algérien Abdelmadjid Tebboune par le ministre de l'Énergie et des Mines Mohamed Darkab. Et après Doha, Mohamed Darkab s'est rendu à Abu Dhabi où il a été reçu en sa qualité d'envoyé spécial du président Tebboune par le président de l'État des Émirats Arabes Unis, Cheikh Mohammed Ben Zayed Al Nahyan, à qui il a également remis une invitation pour participer aux travaux du sommet arabe qu'abritera l'Algérie. Dans l'actualité également, les travaux du Forum intergénérationnel pour le soutien à l'action arabe commune se poursuivent à Oran pour la 3e journée consécutive. La session du jour a été consacrée à l'importance de la dimension populaire dans l'appui aux réformes permettant de donner une impulsion aux dynamiques d'action régionale conjointe. On fait le point avec notre envoyé spécial à Oran, Sofiane Baroudi. Le développement des modalités de la réforme de l'action arabe commune a été au cœur des travaux du Forum arabe de la société civile qui se déroule actuellement à Oran. La dimension populaire est considérée comme un des leviers principaux
dans l'objectif de conduire la transformation nécessaire à l'optimisation de l'action conjointe au niveau régional. كانت من أهم الجلسات إن لم تكن أهمها لأنه La session a été une des plus importantes parce qu'une approche innovante a été présentée. Celle-ci vise à percevoir l'action arabe conjointe, cette fois-ci par la base, en associant la dimension populaire et sociale. Une vision qui part des choses simples et des zones périphériques. Le rôle névralgique joué par la société civile dans l'accompagnement des politiques publiques a été mis en exergue par les différents intervenants qui ont examiné plusieurs volets, tels l'importance de la multiplication d'initiatives d'échanges culturels et le soutien à cette dimension cruciale. Les modalités juridiques permettant une démarche participative et inclusive, ainsi que la mise en place de cadres institutionnels démocratiques, ont également été au centre des préoccupations des différents intervenants. Une commission présidée par l'Algérie a été mise en place depuis 2013 dans le cadre de la réforme de l'action arabe. Rappelant qu'un comité de haut niveau a été présidé par l'ancien chef de la diplomatie algérienne, Lakhdar al-Ibrahimi, et qu'une commission ouverte a été constituée. La 4e commission, qui est présidée par l'Algérie, concerne justement la dimension populaire pour réformer le dispositif de l'action arabe conjointe. L'Algérie, fidèle à ses principes historiques de solidarité, s'impose comme un modèle de refonte institutionnelle, permettant la jonction de la pratique de la souveraineté populaire et celle de la défense de la souveraineté nationale. Nous comptons beaucoup sur le rôle de l'Algérie dans la réunification des rangs des peuples arabes. Les initiatives populaires sont très importantes et la voix des acteurs de la société civile doit être portée parce que nous sommes aujourd'hui confrontés à de grands défis. Nous savons que les peuples arabes sont très attachés à la cause palestinienne et refusent toute forme de normalisation. Nous voyons l'Algérie comme notre maison et le lieu opportun pour lever la voix dans le sens des intérêts de nos peuples. Et surtout qu'en Syrie, nous considérons à l'Algérie comme une prolongation existentielle du soutien et de la solidarité avec les causes justes. Et nous sommes donc ici pour nous exprimer haut et fort depuis notre chère terre d'Algérie. Le premier forum de la société civile arabe a permis l'ouverture d'un espace de débat, salué à l'unanimité. L'initiative se veut également être la matrice de l'action conjuguée de la société civile arabe en soutien à la réforme de l'action conjointe. Les exportations de sucre algérien vers la Tunisie se poursuivent. Entamé vendredi, Alger vole au secours de Tunis qui traverse la pire crise agroalimentaire de son histoire, faute de matières premières, en particulier le sucre. Une trentaine de camions chargés de 20 000 tonnes de sucre sont donc arrivés vendredi soir en Tunisie. Ce n'est pas tout puisqu'en moyenne, 2000 tonnes de cette denrée arriveront chaque jour de l'Algérie durant les 10 prochains jours en réponse à une commande effectuée par la Tunisie. Staffan de Mistura poursuit sa tournée pour parvenir à une solution à la question sahraoui. Après sa visite au camp de réfugiés sahraouis et à Alger la semaine dernière, l'envoyé personnel du secrétaire général de l'ONU pour le Sahara occidental s'est rendu hier à Nouakchott où il a été reçu par le président mauritanien Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani. Il s'agit de la deuxième visite de Staffan de Mistura en Mauritanie, pays voisin et observateur depuis sa prise de fonction en novembre dernier. Et pour en parler, nous avons en direct avec nous M. Bala Al-Kanti, écrivain et militant sahraoui. Bonsoir. Alors, quelles sont les attentes des Sahraouis suite à cette nouvelle tournée dans la région de l'émissaire onusien Staffan de Mistura? Eh bien, avant de parler d'attentes, il faut parler des préoccupations des Sahraouis par rapport aux efforts de l'ONU et leur rôle dans la région. C'est ce qu'ils ont tenu à rappeler dans les messages qu'ils ont adressés aux Nations Unies, c'est-à-dire que 20 ans d'immobilisme dans l'application de la doctrine de l'ONU en matière de décolonisation, ça porte préjudice non pas au peuple sahraoui, mais au droit international en général et à l'ONU en particulier. Et donc, après, parlant d'espoir et d'ambition, les Sahraouis caressent encore l'espoir dans ce qui est ce droit international qui est tout à fait clair en matière de décolonisation, et l'ONU a une responsabilité qui ne peut pas fuir, c'est-à-dire décoloniser
une bonne fois pour toutes le Sahara occidental en appliquant le droit international tel que stipulé dans les différentes résolutions de l'ONU et dans le mandat de la MINURSO, dont je rappelle que le R de MINURSO renvoie au référendum. Il est impossible de résoudre ce problème sans passer par la consultation référendaire du peuple sahraoui. Staffan de Mistura est venu auparavant au Maroc, il a été interdit dans un chantage éhonté de visiter le territoire occupé. Par la suite, il a rendu visite au Sahara occidental et au Front Polisario, je veux dire, et dans les camps de réfugiés. Quelques vérités lui ont été rappelées. Je pense qu'en Algérie, où il s'est rendu visite, aussi, il lui a été rappelé l'importance du droit international et l'application de la doctrine de l'ONU en matière de décolonisation. Justement, vous évoquiez la visite de Staffan de Mistura à Alger, donc il était à Alger la semaine dernière. L'Algérie, fervent défenseur de la cause sahraoui, appelle au dialogue entre le Maroc et le Front Polisario. Pensez-vous que cela va aboutir ? Je crois profondément en le poids de l'Algérie et dans les efforts qu'elle mène. C'est un État qui comprend parfaitement le jeu international, le droit international, auquel elle est parfaitement attachée. Et en cela, nous, en tant que Sahraoui, notre exemple en matière d'attachement au droit international est quelque chose d'extrêmement important. Nous maintenons notre strict respect au droit international, rien que le droit international, qui inclut d'ailleurs la lutte légitime par les armes pour la décolonisation. Et puis nous venons de le voir pendant que vous faisiez votre analyse, on ne peut pas ne pas évoquer l'accueil réservé au président sahraoui Brahim Ghali à Nairobi, un accueil en grande pompe, il faut le dire, alors qu'il se rendait au Kenya pour l'investiture du nouveau président William Ruto. Que dénote cet accueil chaleureux selon vous ? Écoutez, on a vu tous les images, c'est vraiment un accueil digne d'un président de la République. Le Kenya est un pays important en Afrique et dans l'architecture régionale qui est l'Union africaine, je veux dire l'organisation régionale. Et donc le président Brahim Ghali a été accueilli comme il se doit. Et ça, franchement, ne fera pas le bonheur de la diplomatie marocaine ou le Makhzen qui, je rappelle, il n'y a pas très longtemps avait créé toute une crise avec la Tunisie, qui a également reçu en grande pompe le président Brahim Ghali, conformément d'ailleurs à ses engagements vis-à-vis de l'Union africaine et de règles qui régissent l'accueil des chefs d'État. Et je voudrais dire par là que la race est présente comme il se doit dans le concert des nations, et ça c'est très important pour la lutte du peuple sahraoui. Il faut conforter cette présence, car cette fois-ci il y a eu rupture du cessez-le-feu, il y a eu combat militaire acharné tous les jours et des attaques de l'armée, de l'ALPS contre l'armée d'occupation marocaine, et il faut accompagner ça par une action diplomatique forte. Très bien, merci beaucoup Monsieur Belal Qanti. Merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. Je rappelle que vous êtes écrivain et militant sahraoui. Eh bien, nous venons de l'évoquer. Le président sahraoui, secrétaire général du Front Polisario, a donc été accueilli en grande pompe à son arrivée à Nairobi au Kenya, où il s'est rendu pour assister à la cérémonie d'investiture du président fraîchement élu William Ruto. William Ruto a donc prêté serment à Nairobi devant plusieurs milliers de personnes et une vingtaine de chefs d'État et de gouvernement, 5 semaines après l'élection présidentielle du 9 août dernier qu'il opposait à son rival Raila Odinga. Plusieurs défis attendent le nouveau président, des défis essentiellement économiques. Naila Hamouda. Il est le 5e président du Kenya. William Ruto, 55 ans, a prêté serment à Nairobi devant 60 000 personnes. Une vingtaine de chefs d'État et de gouvernement ont été présents à cette cérémonie très attendue, notamment Brahim Ghali, le président sahraoui, à qui le Kenya a réservé un accueil chaleureux et historique. Cette cérémonie marque la fin de semaines de controverses après une élection serrée mais pacifique dans ce pays d'Afrique de l'Est. De nombreux défis attendent le nouveau président, notamment rassembler les Kenyans, puisque moins de 2% des voix le séparent de son rival Raila Odinga, des électeurs divisés lors de la campagne électorale. Ruto a promis de sortir des millions de Kenyans de la pauvreté, mais il hérite d'une économie en crise. Une économie avec une inflation de 8,5%.
Le Kenya est une ancienne colonie britannique. Il a arraché son indépendance en 1963, mais reste extrêmement important en raison de sa place dans le Commonwealth et les liens commerciaux qui l'unissent au Royaume-Uni. Ce pays d'Afrique exporte énormément de matières premières en direction de Londres. C'est le premier partenaire économique africain de l'Europe. Le Maroc a confirmé sa participation à une conférence militaire internationale organisée cette semaine par l'entité sioniste. La participation à cette conférence internationale vise à échanger les connaissances et l'expertise entre les armées participantes. Elle jettera les bases d'une coopération solide dans le domaine de la défense multidimensionnelle et du renouveau militaire, indiquent les autorités marocaines. Diplomatie, le Qatar et l'Égypte souhaitent renforcer leurs relations. C'est dans ce cadre que le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi s'est rendu à Doha en visite officielle, une première depuis la reprise des relations diplomatiques entre les deux pays après une rupture de 4 années. Safwan Ben Sabri. L'heure est au réchauffement des relations diplomatiques entre Le Caire et Doha. Le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi s'est rendu au Qatar où il a rencontré son homologue Tamim Ben Hamad al-Thani, une première depuis le rétablissement des relations diplomatiques entre les deux pays. Pour rappel, les deux pays avaient rompu leurs relations en 2017, l'Arabie Saoudite et l'Égypte, entre autres, reprochaient au Qatar de financer le mouvement des frères musulmans. La page est désormais tournée, les autorités qataries parlent d'une nouvelle ère dans les relations entre Doha et Le Caire, les faisant évoluer vers un partenariat fructueux. Au cœur de cette visite de 2 jours du président égyptien, plusieurs contrats économiques seront à la clé. Depuis le début du conflit en Ukraine, plusieurs pays dont l'Égypte sont affectés par la crise alimentaire et énergétique latente. L'Égypte, pays arabe le plus peuplé, connaît depuis le début de la guerre une inflation galopante atteignant les 15%. Dans l'optique de booster l'économie égyptienne, Le Caire a conclu avec Doha un accord d'investissement d'une valeur de 5 milliards de dollars dans le secteur gazier, permettant aux géants des hydrocarbures Qatar Energy d'effectuer des prospections en Égypte. Alors que le monde connaît une période de stress énergétique qui touche tous les continents, plusieurs pays arabes misent sur la coopération régionale pour contenir les conséquences économiques de la conjoncture mondiale. Le bras de fer se poursuit entre le Mali et la Côte d'Ivoire concernant l'affaire des 46 soldats ivoiriens arrêtés sur les territoires maliens. Les autorités de la transition exigent leur libération. Qu'Abidjan cesse de servir de base arrière pour des personnalités maliennes qui font l'objet de mandats d'arrêt internationaux. Tininan Makassi. Les négociations entre Koulouba et Yamoussoukro semblent difficiles en ce qui concerne l'affaire des 46 soldats ivoiriens détenus au Mali depuis 2 mois. Les faits ont commencé en juillet dernier, lorsque 49 soldats ivoiriens en tenue militaire sont interpellés à Bamako, puisqu'ils ne présentent aucun document pouvant justifier leur présence sur le sol malien. Cela dit, samedi dernier, 3 femmes soldats parmi les 49 ont été libérées. Dans la foulée de ces arrestations, de vives tensions sont aussi signalées entre le Mali et l'ONU, conduisant à l'arrêt momentané des rotations de la MINUSMA dans le nord du pays. Conscient de l'importance d'une solution définitive à cette crise, le colonel Assimi Goïta reste fidèle au principe de la transition dont il est le président, affirmant que le Mali est un État souverain qui n'accepte aucune ingérence dans ses affaires internes. Et c'est sur ce point précis que le torchon brûle entre ces 2 pays de l'Afrique de l'Ouest. Ce qui semble être une exigence de bonne foi pour Bamako est interprété comme du chantage par Abidjan. En effet, pour la libération des soldats, le président de la transition exige des autorités ivoiriennes d'arrêter de servir de base arrière à des personnalités maliennes controversées qui font objet de mandats d'arrêt internationaux. Même si les autorités maliennes ne donnent aucune précision sur les personnalités concernées par l'asile en Côte d'Ivoire. De son côté, la presse malienne cite plusieurs noms. Pour la plupart des membres du gouvernement d'avant le coup de force militaire d'août 2021, impliqués dans le scandale politico-judiciaire du Paramount. Depuis une semaine, le contingent ukrainien mène une contre-offensive face à l'armée russe, notamment dans le nord-est du pays. Plusieurs localités ont été reprises, équivalent à plusieurs kilomètres carrés. Un succès côté ukrainien à mettre au crédit des renseignements américains. Mais peut-on pour autant parler de tournant décisif du conflit? Élément de réponse avec Karim Bouaziz. La contre-offensive de Kharkov, disons-le nettement, est une réussite pour Kiev. Le retrait de l'armée russe et l'avancée des troupes ukrainiennes est une victoire retentissante, démontrant d'abord et avant tout que l'aide du renseignement américain est efficace et dans certains cas décisive.
Quel enseignement peut-on en tirer? La Russie, depuis le début de l'opération en Ukraine, a démontré surtout qu'elle n'était pas attachée à une ville, mais que sa stratégie allait bien au-delà. Une armée russe qui a cédé du terrain, certes, comme dans la zone méridionale de Kherson, mais néanmoins une armée en manque d'effectifs et qui n'a pas engagé plus de contingents. Décision depuis le début du président Vladimir Poutine sur le terrain ukrainien. Rappelons que l'Ukraine dispose de 300 000 hommes, tandis que l'armée russe disposerait, elle, d'environ 160 000. Selon le responsable russe de l'administration de Kharkov, le retrait russe est dû en large partie à un sous-effectif. On parle de 1 combattant russe contre 9 Ukrainiens dans la région de Kharkov. Autre chose, il s'agit surtout de forces de la garde nationale et de réservistes de la République de Lugansk, dénuées d'armes lourdes comme chars ou blindés pour se défendre contre une attaque majeure. Des conditions qui ont permis de prendre la capitale de la région Izium, dotée d'un réseau urbain de 45 000 habitants. Le bémol pour l'armée russe est une perte néanmoins d'un centre logistique important qui expliquerait le savoir-faire américain. En revanche, les forces russes conservent l'est de Kharkov, c'est-à-dire tout le réseau ferroviaire. Mais l'armée ukrainienne pourrait-elle être stoppée? Il faut le dire que c'est tout d'abord une victoire à la paix russe pour Kiev, très coûteuse à en croire les colonnes d'ambulances transportant les blessés ukrainiens et autres estropiés, tandis que les soldats russes ont essuyé très peu de pertes et se sont dispersés en ordre avec très peu de matériel détruit. Mais surtout que l'objectif ukrainien était de s'emparer au départ de l'entrepôt d'armement de première importance ukrainien de Balakaya, vidé par les Russes depuis quelques jours déjà. Preuve que la région de Kharkov était d'importance secondaire pour les généraux russes, voire même qu'ils avaient anticipé l'opération à en croire le départ antérieur d'un nombre important de soldats russes. La Russie a négocié un accord de cessez-le-feu pour mettre fin aux accrochages frontaliers entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie qui ont fait près de 50 morts côté arménien. Malgré les pourparlers entre les deux voisins, les tensions ne retombent pas et Bakou aurait certaines visées territoriales un peu moins de 2 ans après la guerre dite des 44 jours dans le Haut-Karabakh. Les tensions reprennent de plus belle entre les deux pays. Charles III à Belfast ce mardi. Le nouveau roi parcourt cette semaine les 4 nations du Royaume-Uni. Mais c'est en Irlande du Nord que l'attend la plus importante épreuve de réconciliation, profondément dévouée à la reine Elisabeth II décédée jeudi dernier. Les unionistes nord-irlandais craignent que leur cause, l'appartenance au Royaume-Uni, soit plus menacée que jamais dans un contexte politique bouleversé par le Brexit et la progression historique des nationalistes républicains. Et puis, retour en Algérie pour revenir sur cette triste nouvelle pour le football algérien. L'ancien sélectionneur de l'équipe algérienne de football, Abdelrahman Mahdaoui, est décédé ce mardi à l'âge de 73 ans des suites d'une longue maladie. Dahman, comme le surnommaient ses amis, avait occupé plusieurs postes au sein de la direction technique nationale de la FAF. Il a également entraîné plusieurs clubs, entre autres le Watlemcen, le MC Alger ou encore le Nahd Hussein. Il a aussi exercé en Arabie Saoudite et en Libye. Il sera inhumé demain, mercredi, à Alger. Et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur nos différents réseaux sociaux, Facebook, YouTube, Instagram et Twitter. Il vous suffit de scanner le QR code qui s'affiche en bas de votre écran. Très bonne soirée sur Al24 News.